Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce cours de pesticides à distance. Quand on nous a demandé de faire des petits cours ou des petits exercices à distance, moi j'ai pensé tout de suite de mettre ça sur YouTube parce que je trouvais que c'était plus facile pour vous d'aller le voir un peu quand bon vous semblera. Je sais qu'il y en a entre vous qui travaillent, possiblement à temps plein. Il y en a qui sont peut-être pas à Québec, ou en tout cas, fait que c'est facile pour vous d'aller sur YouTube à regarder le vidéo quand ça vous va. Je vise en fait de faire des vidéos d'à peu près une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Puis il va y avoir des petits exercices caout aussi, donc je vais vous mettre le lien en bas du vidéo ou sur le email que je vous ai envoyé pour vous donner le lien de YouTube. Dans le fond, là, on continue un peu la matière. Le but, c'est que vous baigniez encore un peu dans les pesticides. Je parle ici de façon figurée, non pas de vraie façon. Donc, que vous baignez encore, ça vous sorte pas trop de la tête. Donc, en fait, c'est tout simplement ça. On est rendu au chapitre 7. Je sais très bien qu'il y en a entre vous qui ont possiblement pas leurs notes. Possiblement que vos notes sont restées à l'école. Fait que je veux pas vraiment dire, OK, page 63 au milieu, alors marquer ça. Non, on va y aller un peu plus at large. Donc, un peu plus simplement. Je vais parler de la matière, puis avec le caout, il y a une quinzaine de questions. Vous allez pouvoir vérifier vos apprentissages. Dans le fond, là, on ne va pas tout se clencher le chapitre 7 sur la lutte intégrée. Normalement, en classe, on fait ça en 6 heures, deux cours complets. On va en faire à peu près une moitié. C'est sûr que là, une moitié en 15-20 minutes, je dirais pas toute la matière. Tu sais, je vais y aller un peu plus rondement, mais pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne, le chapitre de la lutte intégrée. Puis au retour, je sais pas trop, au retour à l'école, quand le bon Dieu voudra, ben là, c'est sûr qu'il y aura plus de révisions sur ces chapitres-là, chapitres qu'on n'a pas vus, donc chapitre 7 et possiblement le chapitre 8 qu'on pourra faire peut-être peut-être un peu plus tard là, la semaine prochaine. Donc, en fait, je pense faire une vidéo sur la moitié du chapitre 7 là, pour début de cette semaine. On est le 27 avril. Euh, je vais en faire un deuxième pour la fin de cette semaine-là. Donc, vers la fin de la semaine, on pourra compléter le chapitre 7. Donc, en fait, on va pouvoir commencer tout simplement. Donc, le chapitre 7, en fait, stratégie de la lutte intégrée. Ce qui est important à savoir, c'est que dans la stratégie de la lutte intégrée, il y a 5 étapes. Il y a l'étape de l'identification de notre ravageur. Donc, c'est important de savoir à quoi on a affaire. Donc, si on a, par exemple, des pucerons ou des cochenilles, ben, ça ne se traite peut-être pas de la même façon. Si on a une mauvaise herbe annuelle, une mauvaise herbe vivace, ça ne se traite pas de la même façon. Donc, il faut savoir c'est quoi qu'on a comme ravageur. Deuxième étape, l'étape de la prévention. Ça, c'est l'étape la plus importante. C'est vraiment là qu'on peut sauver plus tard à place de faire des traitements ou même de faire des interventions, tout simplement. Si on fait une bonne prévention, on peut sauver plus tard pas mal de jobs et des coûts. Donc, la prévention, c'est l'étape la plus importante de la stratégie de la lutte intégrée. L'étape 3, c'est le dépistage puis le seuil d'intervention. En fait, on compte, on a combien de ravageurs, puis on décide est-ce qu'on fait une intervention ou est-ce qu'on revient à prévention. Donc, exemple, j'ai 3-4 pissenlits sur mon terrain. Bon, moi, je peux laisser ça comme ça. J'ai 400 pissenlits sur mon terrain. Oh, je vais peut-être vouloir faire une petite intervention. Donc, ça, c'est l'étape 3. L'étape 4, c'est l'intervention. Donc, là, c'est vraiment le moyen de lutte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer nos insectes, nos mauvaises herbes, notre maladie, les champignons. Donc, c'est là qu'on a qu'on fait des traitements ou qu'on fait plus des moyens de lutte mécaniques. Puis, le cinquième étape, c'est l'analyse. Donc, on regarde ce qu'on a fait, ça a-tu fonctionné, ça a-tu pas fonctionné. Donc, aujourd'hui, on va plus parler de l'identification puis de la prévention, les deux premiers. Ceux qui n'ont pas leur cahier, ben même si vous avez votre cahier, je vous invite d'avoir une petite feuille, en fait, une feuille avec un crayon, un papier et un crayon. Comme ça, vous allez pouvoir marquer des petites informations. Des fois, tu sais, je vais vous parler de certains insectes, certaines mauvaises herbes. Vous allez pouvoir aller les revoir par la suite. Là, j'aurais voulu vous écrire des choses, mais si, exemple, tu sais,
avec la caméra, si je vous montre ça, ben c'est écrit à l'envers. Donc là, c'est bien embêtant pour moi d'écrire à l'envers sa feuille pour que vous le voyez comme du monde. Donc bref, je vais vous parler, puis vous pourrez prendre des petites notes pour aller retourner voir après ça sur Google ou dans des livres pour ce que je vous dis. Donc, l'identification, en fait, bon, l'identification, je vous l'ai dit, c'est important pour savoir à quoi on a affaire. Il va y avoir en fait l'identification des insectes, des mauvaises herbes, puis des maladies. Donc, les insectes, ce qui est important de savoir, il faut vraiment identifier les mauvaises herbes. Les insectes, il y a toujours les piqueurs-suceurs, puis les broyeurs. Donc, piqueurs-suceurs, on le sait, ça pique la plante, ça suce la sève. Donc, les dégâts de la plante, ils sont. La feuille reste entière. Souvent, la feuille va être un petit peu. Ça se peut qu'elle soit un peu rabougrie. Exemple, des trips sur les nouvelles feuilles. Les feuilles vont être un petit peu plus recroquevillées. Les feuilles vont virer jaune, mais est encore entière la feuille. Donc, puis en ça pique la plante, ça suce la sève. Comparativement à des broyeurs qui, les autres, comme des chenilles, comme des vers blancs, ben, les autres, ils vont vraiment manger la feuille. Ils mangent la feuille de rosier, ils mangent le brin de gazon, ils mangent les racines de gazon. Donc, il faut faire attention aux dommages qui sont différents. Puis, il faut aussi faire attention, en fait, ces insectes-là. C'est pas à chaque étape de leur vie qui sont vraiment dommageables. Donc, les piqueurs-suceurs, souvent, donc, je peux en dire des trips, des pucerons, des cyarides, la punaise des céréales dans le gazon, qui est piqueur-suceur, donc pique la plante, pique le gazon, suce la sève. Le gazon devient donc jaune. Des cochenilles, des kermesses, c'est tous des piqueurs-sorts. Ben, eux autres, en fait, leur cycle de vie, t'as l'œuf, après ça, t'as la larve. La larve, elle ressemble beaucoup à l'adulte. Donc, la larve, elle va piquer, sucer la plante. Puis finalement, ça évolue jusqu'à temps que l'adulte. Donc, un bébé puceron puis un grand-papa puceron, ça se ressemble, c'est exactement semblable, mais juste plus gros. Donc, tous les cycles de la vie d'un puceron ou d'une cochenille, ça l'attaque la plante pas mal égal. Tandis que pour les broyeurs, c'est différent. Tous les broyeurs ils ont une métamorphose complète. C'est-à-dire que la larve puis l'adulte sont complètement différents. Donc, on regarde le ver blanc. Le ver blanc, à peu près une espèce de ver gros de même, gros comme un 25 cents qu'on a dans le gazon. Ben, ça, c'est la larve. Puis le hanneton européen, qui est un insecte, lui, c'est à l'après-métamorphose. Donc, ils sont vraiment différents. Puis, c'est bon de savoir que finalement, la larve, c'est ça qui mange, c'est ça qui fait beaucoup de dommages à nos plantes et non pas l'adulte. L'adulte, lui, il va plus juste chercher à se reproduire. Donc, c'est la larve qui est plus intéressant à aller tuer. Si on tue l'adulte, ben, il a déjà souvent pondu, donc on ne s'aide pas vraiment. Donc, c'est bon de savoir le cycle de vie des broyeurs. Ça, c'est pour l'identification des insectes. Les mauvaises herbes, l'identification des mauvaises herbes, c'est important de savoir si c'est des mauvaises herbes vivaces, annuelles ou biannuelles. En fait, une vivace annuelle, ça va pas survivre l'hiver. Donc, le but de l'annuel, c'est de faire le plus de fleurs possible, le plus de graines. Donc, après la fleur, c'est la graine. Le plus de graines possible. Puis, après ça, ben, ça s'en va dans la nature. Donc, idéalement, des mauvaises herbes annuelles, il faut qu'on arrache la fleur, pardonnez-moi, il faut qu'on arrache la fleur avant qu'elle puisse disperser ses semences. Donc, l'annuel, il faut qu'on coupe la fleur avant la maturité. Tandis que des vivaces, ben oui, des vivaces, ça va se reproduire avec les semences, mais ça se reproduit aussi par les racines. Donc, on le sait, un champ de phragmites, exemple, qu'on a sur le bord des autoroutes, ben ça grossit toujours année après année parce que les racines, ils grossissent, ils grossissent. Donc, les annuels, les autres, on les arrache avant la maturité. Puis les vivaces, ben c'est sûr qu'on essaie d'enlever les fleurs également, mais il faut aller chercher les racines. La renouée japonaise, espèce de bambou aussi qu'on a des fois dans les caniveaux, ben, si on fait juste la couper, ben, il y a toujours de l'énergie, ça va repousser par en dessous, donc c'est bien embêtant à se débarrasser. C'est pas mal plus embêtant à se débarrasser des mauvaises herbes annuelles, vivaces qu'annuelles. Puis d'un bisannuel, en fait, ben, ça pousse le cycle de vie sur 2 années. Donc la première année, ça fait des réserves. Puis la deuxième année, ça fait des graines, la fleur puis les graines. Exemple, des carottes, en fait, c'est des bisannuels. Donc la première année des carottes, ça fait la carotte.
puis nous autres, on les récolte là. Mais si on les laissait dans notre potager, bien, la deuxième année, ça prendrait toute l'énergie de la carotte, puis ça ferait des fleurs puis des semences. Euh, Aussi, pour les mauvaises herbes, c'est ça. C'est un que là, annuel, vivace ou bisannuel. Surtout annuel puis vivace qu'on va travailler ensemble. Donc, être capable de savoir si c'est une annuelle, si c'est une vivace. Puis aussi, c'est bien important de savoir si c'est une feuille large ou une feuille étroite. Donc ça, je sais que j'en ai déjà parlé dans les cours qu'on a eu jusqu'à présent. Feuille large, feuille étroite. En fait, c'est pour savoir quel type de pesticide on va utiliser. Donc, je vous en ai parlé des herbicides sélectifs et non sélectifs. Donc, sélectif, ça en a choisi seulement une partie, puis non sélectif, ça tue toutes. Bien, en fait, les sélectifs, ça va sélectionner les feuilles larges ou les feuilles étroites. Donc, il faut savoir c'est quoi une feuille large, c'est quoi une feuille étroite. Mais dites-vous qu'une feuille large, une feuille étroite, je vais commencer avec les étroites, sont simples à expliquer. Une feuille étroite, là, c'est vraiment juste, les nervures sont parallèles, un brin de gazon. Tu sais, un brin de gazon, là, les nervures sont parallèles, il n'y a pas de, il y a pas de nervures par-ci par-là, donc c'est vraiment parallèle. Ça, c'est une feuille étroite. Du chien-dent, même chose, chien-dent, tu as juste une nervure, c'est parallèle. Du maïs, donc c'est des feuilles étroites, ça. Puis des feuilles larges, ben, on peut regarder, exemple, un pissenlit. Un pissenlit, c'est une feuille large. Un chêne, un érable, c'est des feuilles larges parce que les nervures sont non parallèles. Donc, les nervures un peu partout. Donc, de l'herbe à poux, de la vèche jargeau, c'est toutes des feuilles larges. Donc, ça, c'est sûr, quand on va revenir en classe, on va voir certaines mauvaises herbes. Il va falloir le savoir. Bon, c'est une annuelle, c'est une vivace, c'est une feuille large, c'est une feuille étroite. En fait, en voyant la feuille, on le voit souvent. Tu sais, un pissenlit, ça fait une espèce de comme ça. En tout cas, c'est dur d'imaginer avec pas de dessin ou pas de vraie feuille d'en face, mais un pissenlit, du plantain, c'est une feuille large parce qu'une feuille étroite, c'est vraiment juste un brin de gazon avec une nervure dedans. C'est ça. Donc, il faut savoir les différencier pour savoir si on utilise un herbicide sélectif ou non sélectif. L'identification de maladies. Donc, l'identification de maladies. Les maladies ici, on parle souvent de champignons, bactéries, virus. Des bactéries et des virus, c'est plus rare qu'on en voit, mais on le met quand même dans la même catégorie. Mais des champignons, ça, c'est vraiment pas rare qu'on en voit. Les nodules noirs sur les pruniers, la tavelure du pommier, la tache goudronneuse de l'érable. Donc, ça, c'est tous des champignons qu'on voit souvent en ville. Les conditions favorables, en fait, conditions favorables au développement des champignons, l'humidité relative est élevée, donc il faut que ça soit humide. Il faut qu'il y ait un manque d'aération. Donc, souvent, exemple, dans un potager, on plante nos plants de tomates trop collés. Ben, quand ils vont quintupler de format, il n'y aura plus assez d'air. Donc là, l'humidité va rester là, puis le champignon va se déplacer. Puis aussi, n'importe quelle blessure qu'il y aurait à une plante. Donc, je sais pas, moi, à place, j'ai un sécateur pas trop affûté, fait que ça coupe mal la plante, ça cicatrise mal. La blessure, c'est une porte d'entrée pour une maladie. Donc, on parle ici encore, bien sûr, de champignons, bactéries, virus. Une branche qui casse l'hiver, ça cicatrise mal, ben, c'est une porte d'entrée pour des virus. Donc, l'humidité relative élevée, le manque d'aération, puis n'importe quelle blessure, ça va être des conditions favorables au développement des maladies, donc bactéries, champignons et virus. Donc ça, c'était grosso modo pour l'identification. C'est sûr que là, je n'ai pas montré de fiches avec les insectes ravageurs, les mauvaises herbes et les maladies. Ça, on pourra voir ça peut-être plus au retour en classe. Attendez, je vais suivre un petit peu mes notes. Deuxième étape, la prévention. Donc là, on a fait l'identification. La prévention, donc, c'est l'étape la plus importante. Ça nous permet de sauver du temps pour l'intervention, qui est la quatrième étape. En fait, il y a des pratiques générales vraiment pour prévenir les insectes, les mauvaises herbes, les maladies. Donc, souvent, on parle d'avoir les bons végétaux aux bons endroits. Donc, si on met l'exemple du gazon à l'ombre, ben, ton gazon il va mal pousser. Les mauvaises herbes vont s'installer à la place du gazon. Donc, du gazon à l'ombre, exemple, ça ne marche pas. Il y a des pommiers qui sont résistants à la tavelure. Donc, idéalement,
on mettrait des pommiers résistants à tavelure pour ne pas avoir de tavelure. Donc, des bons végétaux aux bons endroits, c'est une pratique générale intéressante pour la prévention. Éliminer toutes les sources d'aliments des ravageurs. Donc, on le sait, les piqueurs-suceurs, ça lème souvent les fleurs. Donc, on peut tout simplement enlever les fleurs si on a des infestations de trips, parce qu'on sait que les trips, ils vont dans les fleurs. Donc, pardonnez-moi. Donc, éliminer toutes les sources d'aliments des ravageurs. Quand on parle de plantes plus à l'extérieur, donc avoir des bonnes conditions, de la bonne terre, il faut un bon arrosage, il faut une bonne fertilisation, bonne luminosité, bon pH. Il faut que ta plante soit en forme si elle veut pas être attaquée par des mauvaises herbes. Une plante qui n'est pas en forme, la mauvaise herbe va pouvoir prendre la place. Une plante qui est un peu maganée, ben, l'insecte ravageur va aller s'installer là-dessus. Même chose pour les humains qui ont, tu sais, dans le temps de la grippe, je ne parlerai pas trop du coronavirus, mais dans le temps de la grippe, moi qui est en forme, j'ai pas mal moins de chances de pogner la grippe que mon grand-père qui est moins en forme. Donc, les végétaux, c'est sensiblement la même chose. Quand il est en shape, il y a pas mal moins de chances. Donc, pour être en shape, ça prend de la bonne terre, un bon arrosage, de la bonne lumière, bonne fertilisation, bon pH. On voit un peu le schéma. Puis aussi, pratique générale pour prévenir, surtout à l'intérieur, vérifier les arrivages de plantes. Quand il y a des plantes qui arrivent, vraiment, les regarder, les observer, regarder, y a-tu des cochenilles, y a-tu des ci, y a-tu des ça? Si oui, les mettre en quarantaine. Donc, vérifier les arrivages. Dans les pépinières, donc d'autres pratiques préventives dans les pépinières, désherber les aires non utilisées. Donc, c'est sûr que s'il y a des aires non utilisées et il y a des mauvaises herbes là, il peut y avoir des insectes ravageurs. Vider les poubelles pour pas que les insectes. Si on a taillé une tête avec plein de pucerons, on laisse ça dans la poubelle pendant 4-5 jours, ben, les pucerons vont pouvoir ressortir de là éventuellement. Une bonne aération, c'est sûr. Désinfecter les sécateurs, hein, ça, c'est bien important de désinfecter les sécateurs. Une bonne méthode de prévention aussi d'un cerf, en fait. D'un cerf, c'est mettre des moustiquaires aux ouvertures. On le sait, rendu au printemps, les cerfs, on ouvre les petites fenêtres. Donc, mettre des moustiquaires là-dessus pour pas qu'il y ait des petits insectes ravageurs qui rentrent. Désherber les dessous des tables, même raison que la pépinière. Une bonne aération, vider les poubelles. Donc, c'est vraiment des pratiques générales. Pour les préventions maintenant des insectes nuisibles. Donc, pour les insectes nuisibles, idéalement, on pourrait favoriser des prédateurs, favoriser l'installation des prédateurs. Donc, à l'extérieur, si on met un nichoir d'oiseaux, ben, il va y avoir des oiseaux qui vont venir là, ils vont venir manger nos petits insectes ravageurs. Donc, ça peut être intéressant. Éviter les pesticides à spectre large. Donc, des pesticides, on va prendre le plus à spectre petit spectre mince. Donc, ça va tuer le moins de vie possible. Donc, éviter les pesticides vraiment à spectre large. Éviter la surfertilisation. Si on surfertilise, la plante va pousser rapidement. Tout ce qui pousse, c'est super tendre. Donc là, les piqueurs-suceurs vont aller sur nos pousses super tendres, enlever les mauvaises herbes. Donc, on est toujours dans la prévention d'insectes nuisibles. On enlève les mauvaises herbes. C'est bien important. Puis faire attention aux conditions favorables des insectes. Donc, il y a certains insectes qui se développent mieux selon certaines conditions. Là, je vais vous en donner quelques-uns, en fait. Vous en connaissez, tu sais, je vous dirais, bon, les tétraniques, c'est quoi que ça aime? Vous n'êtes pas seulement à me dire, ben, les tétraniques, ça aime ça, l'humidité relative basse. Donc, ils aiment ça quand c'est sec. Quand c'est sec, au soleil, la plante manque un peu d'eau, les tétraniques vont super se développer. Donc, ça aime l'humidité relative basse. Les cyarides, ça aime le terreau humide. Quand le terreau est sec de bord en bord, ben, les cyarides vont mourir. Donc, si le terreau est tout le temps humide, là, c'est le parti de cyarides. Des pucerons, ça aime la fertilisation, forte fertilisation azotée. Donc, comme je disais, pour que ça pousse, la petite pousse tendre soit longue puis qu'il y ait plus de place pour les pucerons. Ici, on est pour les insectes à l'intérieur. Quoique les pucerons, on se aussi à l'extérieur, mais on les voit à l'intérieur aussi. Punaise des céréales, qui est un insecte qu'on voit dans les gazons. En fait, la punaise des céréales, ça aime énormément le sol sec. Donc, souvent, rendu au mois de juillet-août, quand il y a des canicules, ben, on voit les infestations de punaises des gazons qui grandissent sur les terrains. Donc, ça aime le sol sec. Puis, les vers blancs, en fait, ça aime le sol compact. Donc, idéalement, ça, on va y revenir pour le gazon, mais aérer notre gazon, donc carotter notre gazon pour le rendre moins compact, c'est bon contre les mauvaises herbes, c'est bon contre les vers blancs.
Donc ça, on est en mode préventif pour les insectes nuisibles. Préventif maintenant pour les mauvaises herbes. En fait, vous avez déjà travaillé en horticulture, vous avez fait vos cours d'entretien, vous êtes pas mal à la fin de votre formation. La première chose qu'on fait souvent pour prévenir les mauvaises herbes, puis quand je le demande au groupe que je donne les cours de pesticides, en tout le temps là, il essaie, il donne plein d'exemples, mais finalement, il y a tout le temps quelqu'un qui dit, ben, mettre du paillis. Ben oui, mettre du paillis, c'est une maudite belle façon de prévenir les mauvaises herbes. C'est pas un coup de circuit à coup sûr, tu sais, c'est sûr que si on met ça de paillis, c'est peu. Mettez un bon 2-3 pouces de paillis, là, il va avoir moins de chances que les mauvaises herbes. Il va toujours en avoir des mauvaises herbes, mais au moins, il y en aura moins. Donc, ça sera plus facile après ça de désherber. Donc, belle façon de faire de la prévention de mauvaises herbes. Puis, une autre chose, c'est bien niaiseux, mais c'est acheter de la terre sans mauvaises herbes. Moi, je pourrais vous donner un exemple si j'ai mon terrain d'en face. Là, j'ai un petit jumelé construction 2015. Toute la terre de remplissage, ben, c'est un peu de la terre de marde qu'ils mettent. T'sais. Puis par-dessus ça, ils mettent un 2 pouces de terre à gazon, déroulent la tourbe là-dessus. Fait qu'après quelques mois, toute la terre de remplissage pleine de semences, de mauvaises herbes, ça va tout traverser ta tourbe. Donc, avoir de la terre sans mauvaises herbes, c'est sûr que là, si je mettais un pied de terre à gazon, ça me coûterait cher, là. Mais idéalement, on est dans la prévention de mauvaises herbes. Donc, mettre du paillis et avoir de la terre sans mauvaises herbes. Euh, Maintenant, côté préventif du gazon, on le sent en horticulture ornementale, puis surtout pour les pesticides, en fait, c'est les gens, ils veulent des beaux gazons. C'est ça qu'ils veulent. Donc, les pesticides qu'on utilise dans l'ornemental, c'est majoritairement pour le gazon. Donc là, on va parler un peu pour la prévention des mauvaises herbes dans le gazon. Donc, avant d'utiliser nos herbicides, qu'est-ce qu'on peut faire de façon préventive pour que notre gazon reste de la pelouse, puis que ça ne soit pas un mélange de tussilage, de vesgeorgeaux, de lierre terrestre, de plantain, de pissenlit. On peut en dire, on peut toutes les mettre si vous voulez. Là. En fait, je pourrais vous montrer, moi, mon gazon, ils sont tous là. Fait que je peux toutes vous les dire. Le gazon, donc c'est ça. La prévention du gazon. Première chose, une des plus importantes, comme je n'ai déjà parlé, l'aération du gazon. Donc, on aère le gazon, on passe la carotteuse parce que d'un, les vers blancs aiment le sol compact, puis les mauvaises herbes aiment le sol compact. Donc, si on aère, il va y avoir moins de place pour les mauvaises herbes parce que le gazon va être plus fort. Donc, on aère le gazon. On va faire un terrotage. Donc, on va rajouter un bon 2 pouces de terreau, de bon terreau sur le gazon. Donc, du terrotage. À ça, on ajoute un sursemis. Donc, on a aéré, on a fait un terrotage, un sursemis, on va ressemer par-dessus le gazon. Donc, on va rendre le gazon le plus dense possible pour qu'il y ait le moins de chances d'avoir des mauvaises herbes qui s'installent dans le gazon. Aussi, avoir une bonne fertilisation. Je ne vous dis pas nécessairement de faire la fertilisation en 4 étapes que certaines compagnies vous disent de faire, vous vendent. Mais une fertilisation au printemps, fertilisation à l'automne, vous allez voir, ça fait une différence. Le gazon va être plus fort, va être plus dense, va avoir moins de place pour les mauvaises herbes. Un bon pH, je sais que le pH, des fois, c'est un peu embêtant à changer, mais un pH entre 6 et 7, le gazon va être plus fort, va avoir moins de place pour des mauvaises herbes. La tonte du gazon, c'est important aussi de tondre à une belle hauteur. Puis une belle hauteur, c'est à peu près 6 à 8 cm. Donc 2-3 pouces, pas trop bas, parce que si on tond trop bas, ça va affaiblir le gazon. Si le gazon est affaibli, ben là, il y a des mauvaises herbes vont s'installer. Avoir des lames aiguisées, même chose, il faut que tes lames soient aiguisées, il faut que ton gazon soit vraiment tranché puis pas arraché. Donc bonnes lames aiguisées, une bonne tonte à 6 à 8 cm. Déchaumer, donc ça au printemps, on commence à faire ça, enlever le gazon mort. Tout le gazon mort, le déchaumage finalement, ben, c'est des petites cachettes pour des insectes ravageurs. C'est bien d'en enlever. Donc, c'est pour le gazon, en fait. Donc, ça, on pourrait en dire d'autres. On pourrait dire, ben, finalement, arroser adéquatement ton gazon. Donc, arroser plus longtemps, mais moins souvent. Donc, tu veux vraiment, quand tu arroses ton gazon,
qu'il y ait de l'eau en profondeur pour que les racines de gazon, ben, ils rentrent chercher l'eau le plus loin. Si ton gazon a longue racine, il y a plus de réserve, il va être plus beau. Donc, on pourrait en dire encore en masse. Mais je veux continuer, parce que ça fait déjà 25 minutes que je jase. Puis la prévention des maladies, je termine avec ça. Prévention des maladies, nettoyer les outils. Donc, c'est sûr que si on taille une plante avec un champignon, ben, désinfecte ton sécateur, parce que sinon, tu vas l'amener un petit peu partout. Détruire les végétaux malades. Donc, vraiment les détruire, tu peux les brûler, mais débarrasse-toi-en pour pas que les spores de champignons se promènent un peu partout. Puis, des conditions favorables, en fait, je termine avec ça, des conditions favorables pour le développement de maladies, ben, éviter d'arroser le soir. Si on arrose notre potager le soir, ça reste humide toute la nuit. Si ça reste humide toute la nuit, ben, les champignons aiment ça, ça va se développer. Donc, quand on arrose le matin. Pas planter trop serré, il faut de l'aération, c'est sûr. Hein, on le sait, dans les serres à Fierbourg, au printemps, les ventilateurs sont tous partis. Donc, faut que l'air circule, faut pas que ça soit humide. Puis, ben, éviter les plantes mal taillées, c'est sûr, parce que ça fait des blessures. Donc là, les maladies vont rentrer dans la plante. Donc, ça complète pas mal. Là, on s'entend, je suis allé très rapidement. Hein. Ce que je vous ai dit là, en 25 minutes, on le fait en 3 heures. Donc, je suis allé rapidement. Je vous invite à aller faire, en fait, il y a un petit combo vidéo YouTube, le Kahoot. Je vous mets le lien du Kahoot. Je vais essayer de vous le mettre sur le vidéo YouTube. Sinon, ça va être sur le email. Allez faire, il y a une quinzaine de questions. Fait que rien pour vous écœurer. Puis, c'est ça. Je vous renvoie un autre lien dans les prochains jours pour la partie 2 de la stratégie de la lutte intégrée. Donc, ça, c'est l'intervention, donc les moyens de lutte et l'analyse. Donc, messieurs, dames, ce fut un plaisir de vous parler. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à peut-être à m'écrire des emails ou peu importe. Puis, au plaisir.